Oui, bonjour. Cette session va se comporter sur une série d'exercices d'application sur la loi de Coulomb et le champ électrique qu'on avait déjà vu. Donc, dans l'exercice numéro un, il s'agit d'une application directe sur la quantitativité de la charge. Donc, la charge est une grandeur quantitative, c'est-à-dire n'importe quelle quantité de charge doit obligatoirement comporter un nombre entier de charges élémentaires et la valeur d'une charge élémentaire est de 1,6 par 10 puissance moins 19 coulombs. Concernant le problème numéro 2, donc dans le problème numéro 2, on a deux charges ponctuelles. Donc la première charge, c'est la charge Q égale moins 2 par 10 puissance moins 8 coulombs. Q' égale à moins 4 par 10 puissance moins 8. Donc, ces deux charges sont placées en deux points A et B, et ces deux points sont distants de 10 cm. Donc, comme le montre cette application, on va placer une troisième charge Q seconde à une distance de 4 cm du point A, et on demande la force totale exercée sur la charge au point C. Donc, au point C, ou bien sur la charge au point C, il va y avoir deux forces. Une première force appelée FAC, donc c'est une force d'interaction, donc orientée vers la charge Q, et une deuxième force FBC qui sera orientée vers la charge au point B. Donc, tout d'abord, on calcule les modules, donc FAC, on trouve la valeur de FAC. De même, on trouve FBC. Vectoriellement parlant, il s'agit de deux charges opposées. Donc, en additionnant les deux vecteurs FAC plus FBC, ça revient à faire la différence des modules car les deux vecteurs sont sur la même droite. Donc, la différence des deux modules. Et finalement, on trouve la valeur de F, la force résultante, qui sera orientée vers A, car la force FAC est supérieure à la force FBC. Dans la partie B du problème numéro 2, on demande où doit-on placer la charge Q seconde pour obtenir un équilibre. Donc, pour obtenir un équilibre, il faut que la somme des forces FAM et FBM soit égale à 0. Donc, il doit y avoir deux vecteurs, FAM, FBM, opposés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs opposés? C'est-à-dire ce sont deux vecteurs qui ont le même module, mais de sens opposés. Pour cela, on commence par la première hypothèse, c'est-à-dire on a les mêmes modules. On fait l'égalité de FAM et FBM modules. Si je considère que AM est situé à une distance X, le point où on doit placer la charge Q seconde, par simple égalité, on trouve un système d'équations qui va nous donner une solution x' égale à plus 4,15 cm et x seconde égale à moins 24 cm. Donc, la première solution signifie que le point M est entre A et B. Ce point peut donner deux forces opposées, tandis que si je prends la deuxième solution, donc ça sera à gauche de A ou bien à droite de B, et dans ce cas-là, on peut obtenir deux forces de même module, mais les deux forces seront de même sens, donc ce qui ne nous permet pas d'avoir une charge Q seconde à l'équilibre. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, on a deux sphères identiques, Q' et Q seconde. Elles sont distantes de petit d. Donc, on verra plus tard qu'une sphère sera être considérée comme une charge ponctuelle lorsqu'elle est uniformément chargée. Donc, on va traiter le cas comme si elles étaient deux charges ponctuelles. La distance, c'est de trouver la force d'interaction entre ces deux charges. Donc, il s'agit de force attractive car
les deux charges sont de signes opposés. Et on trouve la valeur, le module des deux forces qui sera le même module en fait. Et au niveau de direction, même direction, mais elles seront de sens opposé. Donc, dans la partie B, on fait toucher les deux charges. Donc, en faisant toucher les deux charges, il va y avoir un transfert de charge de l'une vers l'autre. Et comme il s'agit de deux sphères identiques, donc la charge totale, qui représente la somme des deux charges, va être divisée équitablement sur les deux sphères. Donc, on aura une nouvelle quantité de charge Q'1 et une nouvelle quantité de charge Q'2 qui sont égales. Et dans ce cas-là, il va y avoir une force répulsive entre ces deux charges, car elles sont de même signe. Et par un calcul tout simple, on peut trouver la valeur de cette force d'interaction. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Donc, dans l'exercice numéro 5, on a un support fixe par lequel on a deux pendules. Les deux pendules sont accrochés par deux charges ponctuelles identiques, de même quantité. Et donc, les deux pendules ont la même longueur. Donc, bien évidemment, du moment où ces deux charges sont de même signe, il va y avoir une répulsion entre ces deux charges jusqu'à atteindre un équilibre. Donc, on a un équilibre symétrique d'un côté et de l'autre, car les deux charges sont attachées à deux fils de même longueur, elles sont identiques, donc chargées pareillement. On doit démontrer que la distance x à l'équilibre entre les deux charges est de Q2L sur 2pi epsilon 0 mg. Donc, que signifie l'équilibre? L'équilibre signifie que les sommes des forces appliquées sur la charge Q, donc pareil sur cette charge ou sur la deuxième charge, il suffit d'en prendre une seule. Donc, somme des forces égale à 0, ça c'est l'équilibre. Donc, les forces appliquées sur cette charge, donc on a le poids de cette charge, on a la force électrique, qui est une force répulsive, et puis après la tension du fil. Donc, voici le bilan des forces égale à 0, c'est-à-dire que le poids plus la force électrique est égal à moins la tension du fil. Donc, comme vous le voyez, du moment où on est à l'équilibre, on a l'angle θ qui forme avec l'axe vertical du pendule sera le même que l'angle θ entre le fil et le poids. Donc, par une approximation qu'on a demandé déjà, si on dit que tangente θ, donc lorsqu'on considère tangente θ, c'est dans ce triangle-là, ok, ce n'est autre que FE, la distance ici, divisée par la valeur du poids. De même, si on considère dans le triangle ici, ok, on a que sinus θ, c'est l'opposé, qui est la demi-distance x sur 2, divisé par L. En faisant l'égalité entre sinus et tangente, on trouve une formule qui relie x à q, m et g. Et finalement, on trouve l'équation qu'on cherche à trouver, bien sûr, sachant que le poids c'est m fois g et la force électrique c'est k fois la première charge fois la deuxième charge divisée par x au carré. Par une application numérique, on peut trouver la valeur de Q égale à 2,38 par 10 puissance moins 8. Donc, bien sûr, pour la valeur numérique, donc tous ces exercices-là sont dans le PDF que je vous ai envoyé et qui représente le cours, en fait, le bouquin PDF. Maintenant, dans le problème numéro 6, on place 4 charges de valeur égale, donc au point A, B, C et D. Donc, tout d'abord, toutes les charges sont identiques et de même signe. Donc, le champ électrique créé au point O par ces 4 charges, donc, sera un premier champ électrique créé par la charge QA au point O, donc il est vers l'extérieur de la charge CEA.
De même, la charge QB va créer au point O un champ électrique EB orienté vers l'extérieur de la charge. Et finalement, si on fait la somme de tous ces champs électriques, on obtient un champ électrique nul. Dans la deuxième partie, on prend les mêmes valeurs de charge, mais cette fois-ci des signes alternés. Donc, QA positif, QB négatif, QD positif, QC négatif. De la même manière, QA va créer au point O un champ électrique répulsif, tandis que QB va créer au point O un champ électrique vers la charge EB. De même pour QD et QC, en faisant la somme des champs électriques, on trouve également un champ électrique nul au point O. Dans la partie C, maintenant on prend QA positif, QB positif, QC négatif et QD négatif. On représente les vecteurs champs électriques. Donc, QA va créer au point O un champ électrique EA vers l'extérieur de la charge, tandis que QD va créer au point O un champ électrique vers la charge. OK? Donc, au point O, on a jusqu'à maintenant deux vecteurs EA et ED. Ils sont de même valeur, et de même direction et de même sens. De même pour les vecteurs créés par les charges QB et QD. Donc, sachant que toutes les charges en module ont les mêmes valeurs, ok, et que les distances entre les charges et le point O sont toutes les mêmes, donc, bien évidemment, on aura que EA égale EB égale EC égale ED égale KQ sur la distance entre, par exemple, A et O, qui est demi-diagonale d'un carré, c'est-à-dire A racine de 2 sur 2, et on le met au carré, on trouve finalement la valeur de EA. Donc, il reste à faire une addition vectorielle. Donc, EA plus ED, supposons que c'est E, égale 2EA vecteur. EB plus EC égale E', donc 2EB. Au niveau du module, on a E et E'. Vectoriellement parlant, on projette E sur l'axe des X. Donc, on multiplie par racine de 2 sur 2, car il s'agit de cosinus 45. Et selon Y, donc, on a une composante qui sera négative, de même valeur. Donc, par un simple calcul vectoriel, on trouve la valeur du champ électrique total au point O. Passons maintenant à l'exercice numéro 9. Donc, dans cet exercice, on a un pendule. Au bout du pendule, on a une charge Q. Ce pendule, il est placé dans un milieu où il y a un champ électrique uniforme d'une valeur de 700 newtons par coulomb. Donc, sous l'effet de ce champ électrique, on a constaté que la charge est attirée par le champ électrique. Donc, tout d'abord, pour que la charge soit attirée par le champ électrique, donc forcément, cette charge est négative. Autrement dit, cette charge va être repoussée par le champ électrique. Donc, on a spécifié le signe de la charge du moment où cette charge est attirée par le champ électrique. Donc, tout d'abord, forcément, elle est négative. Pour trouver la valeur de cette charge, à l'équilibre, on a le bilan des forces égal à 0. Donc, quelles sont les forces? On a le poids de la charge, la force électrique qui est due à la présence du champ électrique et la charge, et puis après la tension du fil. Donc, en faisant le bilan des forces égal à 0, ok, donc FE égale Q fois E, le poids égale M fois G, sachant que l'angle θ est donné ici, égal à 20, à l'équilibre, donc cet angle θ, c'est le même qui est l'angle entre la résultante de P et de FE avec le poids P. OK? Donc, tout simplement, tangente θ représente FE sur le poids. Donc, tangente 20 égale QE sur mg. Et on trouve le module de la valeur absolue de Q par un simple calcul. Et comme la charge, elle est négative, donc la valeur algébrique de Q est moins 3,12 par 10 puissance moins 4. Donc, on va reprendre par la partie B du problème numéro 9.
Donc, à la première partie, c'est-à-dire le pendule où il y a une charge moins Q, on ajoute un autre pendule de même longueur avec une charge avec la même quantité de charge Q, mais cette fois-ci avec un signe plus, donc une charge positive. Donc, on va voir le bilan des forces sur la charge moins Q. Donc, cette charge moins Q va subir, comme auparavant, la masse M, le poids P, pardon, la tension du fil, la force électrique Fe qui est due au champ électrique, donc elle est orientée vers la gauche, donc vers le champ électrique. Et maintenant, il va y avoir une quatrième force qui est la force d'attraction entre les deux charges de signe opposé et qui est F. Donc, l'objectif ici est de voir que devient la distance X entre ces deux charges à l'équilibre. Donc, le bilan des forces nous donne que la somme des forces externes égale à 0, donc Fe, la force électrique due au champ électrique créé sur la charge moins Q. La force F est une force attractive entre les deux charges, le poids P et la tension du fil. Donc, si on décompose la force électrique plus la force F, en une force appelée F' qui sera orientée vers la gauche. Et donc, F', ce n'est autre que la différence des modules entre QE et KQ au carré sur X au carré. KQ au carré sur X au carré, c'est la force d'interaction entre les deux charges. Donc, on trouve tout simplement la valeur de F' en faisant la différence et qui va dépendre de X. Autrement dit, on a que cette force F' plus le poids P plus la tension égale à 0. Donc, c'est à l'équilibre. Donc, la somme de ces trois forces égale à 0. Donc, F' qui provient de Fe plus F, plus le poids, plus la tension égale à 0, par un simple calcul géométrique, tangente de 10 degrés, l'angle qui est ici, qui est là pareil, est égal à F', voici la distance F' qui est là, divisé par le poids mg. Donc, on trouve F' égale mg fois tangente de 10 degrés. À partir de cette relation, on trouve la valeur de F'. On revient à notre première équation et on remplace par leur valeur et on trouve finalement la valeur de x égale à 48 mètres. Donc, bien sûr, on garde que la valeur positive de la distance x car il s'agit d'une distance géométrique. OK? Très bien. Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 10. Donc, dans cet exercice, on va considérer une tige de longueur finie. On doit calculer, donc cette tige, elle est chargée uniformément à travers sa longueur. Par données, on donne la quantité de charge de cette tige. On a le droit de parler d'une quantité de charge car il ne s'agit pas d'une tige infinie. Donc, elle est bien de taille finie. Donc, on peut parler d'une quantité de charge de cette tige totale. On doit calculer le champ électrique créé par cette tige en un point P situé sur la médiatrice de cette tige. Donc, la méthodologie de travail, elle est identique au cas de la tige infinie, c'est-à-dire on considère une charge élémentaire dQ qui va créer un vecteur élémentaire dE. La symétrie va créer dE' telle que la somme sera selon X. Par conséquent, vu la symétrie, on constate que le champ électrique total créé par la tige entière sera selon X. Donc, même méthodologie, même changement de variable et on atteint cette formule qu'on avait déjà vue dans l'exemple du fil infini. La seule différence ici, c'est les bornes de l'intégrale. Dans le cas précédent, on avait les bornes, c'était entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc, pour rejoindre le premier bout du fil infini, on était obligé de faire un angle de moins pi sur 2 jusqu'à plus pi sur 2. Dans ce cas-là, on doit faire un angle de moins θ0 jusqu'à plus θ0. Donc, voici le seul changement. On intègre, on trouve E en fonction de lambda.
étant donné que Q est donné et pas lambda, on remplace lambda par sa valeur Q sur L et on trouve la valeur de E tout simplement et qui sera, selon les X, positif. Alors, si la tige était chargée négativement, la même valeur de E en module sera obtenue, sauf que le vecteur champ électrique E sera, selon les X, négatif. إذا كانت الشارج chargée négative. On passe au problème numéro 12. Donc, dans le problème numéro 12, on a une tige de longueur finie chargée uniformément. On donne la quantité de charge de cette tige, la quantité de charge grand Q, ok, et on doit calculer le champ électrique créé par cette tige au point P, ok. Donc P, c'est un point qui se trouve sur le prolongement de cette tige à une distance petit d de sa deuxième extrémité, si vous voulez, ok. Donc, comme nous l'avons appris par les exercices et dans le cours, on ne peut pas appliquer directement la loi de Coulomb pour la tige entière. On doit la décomposer sur à des petites charges appelées charges élémentaires qui sont considérées comme une charge point. Donc, dQ va créer au point P dE. Si je prends un autre dQ, ça va créer un autre vecteur dE. On constate que tous les DE auront la même direction et le même sens. Donc, le vecteur E total sera orienté selon les X positifs, avec E égale somme de tous les vecteurs élémentaires DE. Étant donné que tous les vecteurs DE ont la même direction et le même sens, donc somme des vecteurs revient à faire la somme des modules. Et par conséquent, E égale intégrale de DE, DE égale K dQ sur R au carré, dQ égale lambda dx, avec R étant la distance entre la charge élémentaire et le point P. Si je considère l'origine à la première extrémité, on peut conclure que la distance R, ce n'est autre que L plus D moins X. OK? هلا لو انه اخذنا الاوريجين على الدوزيام اكستريميتي ساعتها انا بطبيعه الحال لما بدي احكي عن الدي كيو صارت الديستانس من الدي كيو للبي هي عباره عن اكس بلس دي. اوكي دونك اللي بيغير هو بس الجراندور حسب الريبير وين اخذ الاوريجين او. اوكي دونك dans cette intégrale K constante, lambda constante, les variables sont des R et R au carré. R s'écrit en fonction de X et finalement on trouve la valeur de E en fonction de lambda. بالنسبة للborne, premier point, première borne, c'est ici au point O. Donc la charge, la première charge élémentaire de la première extrémité, elle se trouve à quelle distance de P? À la distance L plus D, tout simplement. Dernière extrémité, اللي موجودة هون, à quelle distance se trouve? À la distance petit d, مشان هيك حطينا البورن de d plus L jusqu'à petit d. Ok? On trouve l'intégrale, la valeur de E en fonction de lambda, par un simple remplacement lambda égale Q sur L, on trouve la valeur de E en fonction de la quantité de charge totale Q. Dans la partie B, on a considéré les mêmes tiges, okay, même longueur, le point P, mais une tige sur l'axe des X et une tige sur l'axe des Y. هون ما في عندي إلا بس إنه أقول إنه أول تيج تعطيني champ électrique E orienté vers le bas, ok. Deuxième tige تعطيني E orienté vers la droite selon X. والهدف هون بس أعمل شو addition vectorielle, sachant que بما إنه deux tiges أخذناهم de même longueur والديستانس من الاكستريميتي هي زيتا بوتي دي فمش هيك عندي E1 و E2 عندهم نفس الموديول. En projetant le vecteur total بيطلع عندي الكوردوني للE total هن مثل ما شايفين هون بكل بساطة سهلة منا. Passons maintenant à l'exercice numéro 13. C'est l'avant-dernier exercice. Donc, dans cet exercice, on considère un anneau de charge. Donc, ces charges sont
distribué uniformément sur la longueur de l'anneau. هذا الانو بتكون تعتبره انه هو il est perpendiculaire au plan de la feuille et on doit calculer le champ électrique créé par cet anneau en un point de l'axe de l'anneau. Donc l'axe de l'anneau هو اعتبرته l'axe des X موجود dans le plan de la page هذا l'axe والanneau بذكر il est perpendiculaire au plan de la feuille. OK, donc le point P موجود على l'axe à une distance X constante. بطبيعة الحال ما فينا نطبق الوا دو كولون على الانو كله بدي اقسمه لشارج élémentaire. Donc on considère une charge dQ. Cette charge dQ va créer au point P un champ électrique élémentaire DE. D'après la symétrie كمان نفس الشيء بيطلع عندي DE prime. جمع هول الاثنين فيكتور étant donné que هول الاثنين فيكتور sont symétriques بيطلع selon X. يعني صار فيني اقول انه toute charge élémentaire de l'anneau va donner un champ électrique élémentaire. Symétrie تبعها بتعطيني champ électrique symétrique جمعهم على الاكس. يعني صار عندي استنتج انه كل الشارج élémentaire اللي باخذهم على الانو راح يعطوني champ total E selon X positif. Donc E total a une composante selon X et 0 selon Y. يعني انا ماني بحاجه لحتى اجيب الكوردونيه لل EY عشان elle est nulle. OK? Donc, pour trouver le module de E total, il suffit de trouver la valeur de EX. Donc, pour trouver EX, بدي intégrale de DEX. Donc, je dois calculer DEX. DEX, ce n'est autre que la projection de DE sur l'axe des X, yani DE fois cosinus θ. Donc, par conséquent, E égale à EX égale intégrale de DE cosinus θ, يعني K lambda sur R au carré fois DL fois cosinus θ. هلا بهذه الانتجرال لنقدر نحلها بدنا نحدد مين هن الفاريابل. انا مثل ما قلت لكم بالنسبه لي الفاريابل هي بتتغير لما انا غير البوزيشن للدي كيو. اذا انا غيرت البوزيشن للدي كيو هون بلاحظ انه الار بدها تضلها هي ذاتها. ليش؟ عشان الار فينالمون اذا بتتخيلوا هذا مثل الطربوش العيد الكونيك يعني والسومي للشابو. اوكي دونك toute distance du sommet du chapeau vers la base عم بتكون هي ذاتها. هذه par votre imagination. On peut prouver ça par le calcul. Donc dl قلنا هي الفاريابل k معروفه انها constante, lambda elle est constante. Donc pourquoi r est une constante؟ شفنا par imagination وفي نجيبها par calcul. R c'est l'hypoténuse du triangle au هذه النقطه au P. هيدي الhypoténuse. Donc R au carré égale rayon au carré plus X au carré واثنيناتهم constant. Donc elle est constante. نفس الشيء on peut prouver que l'angle θ كمان il est constant عشان هو tangente θ c'est le rapport de deux grandeurs constantes. يعني انا اي بوزيشن للدي كيو باخذها حيضل عندي même angle θ و même distance petit r. اوكي دونك بهيدي الحاله كل اللي هن كونستانت طلعهم لبرا بضل في عندي الفاريابل الوحده هي انتجرال دو دي ال. شو هي الانتجرال دو دي ال؟ سي لا لونغور دو لانو اونتي يعني البيريمتر اللي هو 2 بي ار. اوكي دونك هون بنكون لقينا الفالور دو او بار la simple intégrale de dl. OK? Donc, passons au dernier exercice. Donc, بهذا الاكزرسيس بدكم تنتبهوا لشغله. هلا انا حعدلها وابعث لكم اياها على الواتساب. بدنا نعتبر انه هون عندي arc de cercle de rayon R chargé uniformément. هيدا الارك il est placé d'une manière symétrique par rapport à Y. وهيدا الارك عنده grandeur 2 θ 0. اوكي هلا لما ابعث لكم الصفحه اللي مصححه يعني انا من هون لهون حيكون عندي موان تيتا 0 ومن الاكس دي زيغريغ للدوزيام اكستريميتي بلس تيتا 0. ليش هالشيء؟ ليه سميتهم تيتا 0؟ مشان ما يصير في لغط مع الانجل تيتا فاريابل اللي انا بدي اختاره. طيب pour trouver le champ électrique créé par cet anneau, on considère une charge élémentaire, elle va donner de E. La charge symétrique va donner des E' telle que la somme de ces deux vecteurs sera selon les moins Y. يعني فيني استنتج انه E total عنده 0 selon X وعنده moins EY عشان لاحظين انه vers les Y négatifs.
Donc, DE égale KDQ sur R au carré. OK. Donc, بما أنه أنا je m'intéresse à la composante selon Y, بدعمل البروجيكسيون على الY. الأنجل اللي هون هو التيتا، هو الأنجل اللي أنا سميته تيتا، هو الأنجل entre la position de la charge élémentaire اللي أخذتها والأكس دي Y. هذا هو الأنجل تيتا يلي راح لاقيه opposé par le sommet بين الأكس OY moins OY وال DE. Donc, par une projection, بيطلع عندي DY égale DE cosinus θ. Pour trouver E, il suffit de trouver EY égale intégrale de DEY. بيطلع عندي K lambda DL sur R au carré. شو هن الفاريابل؟ R rayon constante بيطلع لبرا، K lambda constante، بضل في عندي DL والكوسينوس θ. بطبيعة الحال θ elle est variable عشان لما نغير البوزيشن للدي كيو بيتغير الفالور دو θ. هيدي واضحة. Donc, je dois trouver une relation entre θ et dl. بما أنه dl, c'est une longueur élémentaire de l'arc. أي longueur d'arc, L égale R θ بنكتب. Donc, dl égale R d θ. OK? Donc, on trouve l'intégrale qui dépend de la variable θ seulement. Entre quelle borne? أول extrémité, moins θ 0. Deuxième extrémité, plus θ 0. Et je trouve la valeur de EY. Donc, voici la fin de ces exercices, de ces séries d'exercices. بتمنى تكونوا فهمتوهم. وعلى كل حال في سيسيون راح تسألوا فيها أسئلة، وأي شيء مش واضح بالإكزرسيسات ما تترددوا وتسألوني. أوكي، إن شاء الله أكون وضحت الأمور قد ما فيي. وصراحة يعني أنا عم بعمل المستحيل، يعني عم لاقي جميع الوسائل لحتى أعمل فورما خفيف ما ياخد كتير داتا لحتى تقدروا تعملوا لهم داونلود وتشوفون بكل سهولة. أوكي، ويعطيكم ألف عافية. باي باي. Oui, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va parler de la deuxième leçon. Donc c'est la deuxième leçon, c'est la deuxième partie du chapitre 1 et la dernière. Donc dans cette leçon-là, on va continuer sur le champ électrique et on va commencer par le flux du champ électrique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un flux du champ électrique? Donc si on a un champ électrique, le rayonnement du champ électrique, ça génère ce qu'on appelle des lignes de champ. Ces lignes de champ ont comme objectif de trouver en n'importe quel point de l'espace donc la direction et le sens du champ électrique. Donc, à quoi correspond le flux du champ? Ça correspond au nombre de lignes de champ qui traversent une certaine surface. Dans le cas général, le flux du champ électrique peut s'écrire sous forme élémentaire, donc défi égale E scalaire ds. Donc E, c'est le champ électrique en une position élémentaire de surface ds. Donc, il est égal à E scalaire ds fois cosinus θ. Pour trouver le flux électrique total à travers toute la surface, il suffit de faire une intégrale et donc ça revient à intégrer E ds fois cosinus θ. Donc, pour pouvoir résoudre cette intégrale, il faut ou bien qu'on a des cas particuliers de champ E, connaître bien la surface et connaître en tout point de cette surface l'angle entre le vecteur E et le vecteur ds. Et comme vous le voyez, ça va être quelque chose de difficile si E et ds ne forment pas des éléments particuliers. Donc, voici une surface, par exemple. Voilà, une surface. En toute zone particulière, donc si on bascule ici, donc ici vous avez une surface quelconque, donc voici la surface quelconque. En toute zone de cette surface, on peut sélectionner un vecteur ds, ok. Donc en ce point également, j'ai le vecteur E comme direction et sens, donc ça nous donne le flux élémentaire en ce point.
dans une autre zone, on a un autre flux élémentaire, etc., etc. Si on arrive à intégrer les flux élémentaires sur toute cette surface-là, on obtient le flux électrique total à travers toute cette surface. En fait, ceci nous mène à voir le cas particulier qui est le plus réalisable. Donc, dans ce cas-là, dans le cas particulier, on a un champ électrique E uniforme et une surface S plane. Donc, comme dans le cas général, on applique la formule, donc phi égale E fois ds fois cosinus θ. Sachant que la surface est plane, donc tous les vecteurs élémentaires ds seront parallèles à eux-mêmes et dans le même sens, donc même direction, même sens. Donc tous ces vecteurs ds peuvent obtenir comme somme un vecteur S total. On peut le représenter par un vecteur surface totale qui est perpendiculaire à cette surface plane. Et comme E est uniforme, donc on peut conclure que la direction ou bien l'angle entre le vecteur E et le vecteur surface S égale à θ égale à une constante. Ça nous mène à obtenir à partir de l'intégrale la formule du flux du champ électrique égale à E fois cosinus θ, E cosinus θ étant des constantes, intégrale de ds, donc intégrale de ds égale à S. Donc le flux revient à dire que c'est E scalaire S vecteur, dans le cas particulier où E est uniforme et S est une surface plane. Donc, on peut constater qu'on a une valeur maximum de ce flux pour θ égale à 0. Donc, lorsque E est parallèle au vecteur S, c'est-à-dire que toutes les lignes de champ peuvent traverser cette surface. Donc, si on revient à cette image-là, donc, supposons que le champ électrique est perpendiculaire à la surface, donc parallèle au vecteur surface, donc on a un maximum de lignes de champ qui vont traverser cette surface. OK? Tandis que si l'angle θ égale pi sur 2, donc c'est la direction entre E et S est perpendiculaire. Donc ici, on observe que les lignes du champ électrique ne vont pas traverser du tout cette surface. OK? Donc on obtient un flux minimum. Prenons un exemple. Donc, dans cet exemple-là, on doit calculer le flux du champ électrique uniforme, E, selon l'axe OX, à travers un cube. Donc, comme vous le voyez ici, un cube est formé par 6 surfaces, donc 6 carrés. Ici, on a la surface S1, la surface S2, la surface S3, S4, S5 et S6. Donc, pour mieux connaître les vecteurs S1, donc, comme vous le voyez sur le schéma ici, donc, cette surface carrée est représentée par le vecteur S1 qui lui est perpendiculaire et tel que le module égale la surface de ce carré. De même, la surface S2, indiquée sur ce schéma-là, okay, elle est représentée par le vecteur surface S2 qui lui est perpendiculaire. De même, voici la surface S3, donc elle est représentée par le vecteur S3 vers le haut. La surface S4, elle est représentée par le vecteur surface S4 vers le bas. Et la surface du fond, S5, elle est représentée par le vecteur S5 qui est à l'intérieur de la page. Et la surface S6 est représentée par le vecteur surface S6 qui est vers l'extérieur et qui est perpendiculaire à la surface S6. Donc, à partir de ces surfaces-là et du champ électrique E, on constate que le flux du champ électrique total, ce n'est autre que la somme des flux à travers toutes ces surfaces-là. Donc, phi1 égale phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 plus phi6. Or, d'après le schéma, on peut tout simplement conclure que E est perpendiculaire à S3 et à S4. E, il est perpendiculaire à S5 et à S6. Donc, ce qui nous mène à dire que
E scalaire S3, scalaire S4, scalaire S5 et scalaire S6 égale à 0, il nous reste que le flux est égal ES cosinus 0, donc l'angle entre le vecteur S1 et le vecteur E, plus ES cosinus pi, c'est l'angle entre le vecteur S2 et le vecteur E. Donc, ce qui nous donne un flux électrique total égal à 0. Donc, passons maintenant au théorème de Gauss. C'est un théorème très important en électrostatique. OK? Avant de parler du théorème de Gauss, on va parler de l'objectif de ce théorème. Donc, l'objectif de ce théorème, c'est comme la loi de Coulomb, est de calculer le champ électrique créé par une charge. Mais dans le cas du théorème de Gauss, on peut se permettre de prendre des objets chargés. Okay? Dans le cas de la loi de Coulomb, on considérait des charges ponctuelles. Ici, dans le théorème de Gauss, on a la possibilité de considérer des charges ponctuelles ou bien des objets chargés. Comment ceci peut se faire? Donc, tout simplement, si on considère une surface fermée quelconque, ok, donc une surface fermée quelconque imaginaire qui enferme l'objet chargé, ok, donc, et qu'on arrive à résoudre l'intégrale de E scalaire ds égale Q inclus sur epsilon 0, donc on peut obtenir la valeur du champ E en n'importe quel point de l'espace. Voyons voir comment ça se fait. Donc, voici par exemple un objet chargé quelconque, de forme quelconque. Donc, normalement, lorsqu'on parle d'un objet chargé, il a une quantité de charge totale, mais il a également une densité de charge selon si cet objet, c'est un objet de volume, de surface ou bien de longueur. En tout cas, donc, si je veux calculer le champ électrique en un point donné, donc, en ce point-là, supposons que, en ce point-là, j'ai le vecteur ds, c'est-à-dire c'est cette petite surface élémentaire, elle est représentée par le vecteur ds élémentaire, et par exemple, on a un champ électrique E en ce. Si je considère, par exemple, un autre point, voici par exemple un autre point, donc ici j'ai un vecteur ds et un vecteur E qui est complètement différent que le premier. OK? Donc, vous voyez ici que si ds et E ont toujours des angles différents entre eux, et que le vecteur ds et E ont toujours des directions différentes, ceci rend l'intégrale de Gauss très difficile à résoudre. Okay? Pour cela, on va se permettre de prendre des objets chargés de forme particulière, okay? Et on va considérer des surfaces de Gauss bien particulières afin qu'on puisse résoudre cette intégrale. Donc, pour cela, on va passer à un premier exemple. C'est le cas d'une charge ponctuelle. Donc, la charge ponctuelle, comme vous l'avez déjà vu, on a appliqué la loi de Coulomb et on dit qu'une charge ponctuelle donne en tout point de l'espace un champ électrique donné par la loi de Coulomb égale KQ sur R au carré. On va essayer de retrouver cette formule avec le théorème de Gauss. Comment on va faire ceci? Donc, comme vous voyez ici, donc, une charge ponctuelle en un point donné P va donner un champ électrique E. Donc, du moment où E est orienté vers l'extérieur, bon, donc vous pouvez constater que la charge, elle est bien positive. Donc, en ce point-là, ok, j'ai un vecteur ds. Donc, si E et ds en tout point d'une surface considérée quelconque ont un angle qui varie selon le point où se trouve, ok, donc ça va rendre l'intégrale difficile à résoudre. Pour cela, on va prendre une surface de Gauss particulière. Comment choisir cette surface de Gauss? On peut constater ici qu'une charge élémentaire
peut rayonner un champ électrique d'une manière radiale. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière radiale? C'est-à-dire, en ce point-là, le champ électrique est dans ce sens-là, etc., etc. Donc ça, ce qu'on appelle un champ électrique radial. De plus, tout point équidistant de la charge Q va avoir la même valeur de E. Donc, ceci nous mène à dire qu'on a une symétrie sphérique. Ok, donc la symétrie sphérique peut impliquer un champ électrique E en module égal constante en tout point équidistant de la charge Q. Donc, supposons qu'on considère une surface fermée imaginaire sphérique, ok, de centre O situé sur la charge et de rayon petit r. Qu'est-ce qu'on a? Donc, d'après la symétrie sphérique, on choisit une surface imaginaire de Gauss, okay, de centre O et de rayon R. Qu'est-ce qu'on a sur cette sphère? En ce point P, par exemple, on a E est radial, donc ça veut dire que le prolongement de E passe par O. Okay? De même, le vecteur ds, qui est le vecteur surface élémentaire, okay, donc vous savez, toute normale à la surface, est une droite qui va passer par l'origine forcément. Donc, on peut constater que ds est parallèle à E. Et ceci, ça va être le cas en tout point de l'espace. C'est-à-dire, si je prends ce point-là, on a E dans ce sens et ds sera dans le même sens que E. Donc, ceci nous mène à dire que E est radial en tout point de la sphère de Gauss. E est parallèle à ds en tout point de la sphère de Gauss. Donc, E est radial. Donc, E égale à une constante en tout point de la sphère de Gauss. OK? Donc, l'intégrale de Gauss, intégrale de EDS, égale Q inclus sur epsilon 0. Qu'est-ce que ça veut dire Q inclus? Q inclus, ça veut dire c'est la quantité de charge qui est limitée par cette surface de Gauss. Donc, qui est contenue, pardon, dans cette surface de Gauss. Quelle est la quantité de charge qui est entourée par cette surface de Gauss? Donc, c'est bien Q. C'est pour cela, on a dit que Q inclus égale à petit q, ok? Donc, Q inclus égale à petit q, et donc, l'intégrale de EDS égale Q sur epsilon 0. Revenons à l'intégrale. Intégrale de EDS, c'est intégrale de E, ds, cosinus 0. Pourquoi? Car en tout point de cette sphère de Gauss, E est parallèle à ds, d'où l'angle toujours constante entre E et ds est égal à 0. Or, E égale constante, on peut sortir E de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? E intégrale de ds égale Q sur epsilon 0. Or, intégrale de ds, c'est S de la surface de Gauss, car ici, on intègre sur la surface de Gauss. Quelle est la surface d'une sphère de Gauss, de rayon petit r? Donc, c'est 4 pi r au carré. Donc, E fois 4 pi r au carré égale Q sur epsilon 0. Donc, E égale Q sur 4 pi epsilon 0 r au carré est égal à KQ sur r au carré. Et voilà la formule qu'on avait déjà appliquée dans le cas d'une charge ponctuelle, mais obtenue par le théorème de Gauss. OK, avant de continuer avec un autre exemple, il y a quelques rappels sur les surfaces et les volumes qu'on aura besoin dans le cas du théorème de Gauss, qu'on va utiliser dans le cas du théorème de Gauss. Donc, une sphère, donc, si cette sphère, elle est pleine, donc elle a un certain volume, mais elle a également une surface. Surface, يعني القشرة من برا هي عبارة عن surface. Donc, la surface d'une sphère, c'est 4 pi r au carré, rayon au carré, tandis que si elle est pleine, elle a un volume, et son volume, c'est 4 tiers pi r au cube. OK? On considère le cylindre, donc de hauteur h et de rayon r. Le cylindre, il a effectivement, s'il est fermé, il a 3 surfaces. يعني مثل البرميل عنده غطا من فوق وغطا من تحت والcontour. OK? Donc, la surface du haut, c'est une surface de disque qui est égale à S2, et la surface d'un disque, c'est pi r au carré. La surface contour, OK, elle est égale à 2 pi RH. En fait, tout simplement, si on prend une feuille et on l'entoure de cette manière-là, on peut obtenir un cylindre, OK? Donc,
La surface de la feuille, c'est quoi? C'est la largeur fois la hauteur. OK? Donc, si je forme de cette page un cylindre, est-ce que la surface autour va changer? Non, bien évidemment que non. Mais bon, cette fois-ci, la largeur va s'écrire sous forme de périmètre de pierre. OK? Donc, voici les trois surfaces du cylindre. Le volume du cylindre, c'est égal à la surface du disque multiplié par la hauteur et on obtient donc le volume du cylindre. Donc, cette fois-ci, on va prendre un autre exemple. On va considérer une sphère pleine chargée à travers tout son volume. Donc, les charges se trouvent dans tout le volume, mais d'une manière uniforme. Donc, ces charges elles sont réparties uniformément. Donc, comme la sphère pleine est un objet de volume, on parle plutôt d'une densité de charge volumique. Donc, étant donné que j'ai considéré des charges positives, donc ρ est forcément positive, du moment où la distribution est uniforme, donc ρ égale à une constante. Donc, pour calculer le champ électrique créé par cette sphère, donc, tout d'abord, donc, il est très difficile de faire ceci avec la loi de Coulomb, car il faut prendre des charges élémentaires, puis après intégrer surtout le volume, ce qui est très difficile. Donc, on va passer par le théorème de Gauss, qui est plus facile à utiliser pour calculer le champ électrique E. Première étape, on doit choisir la surface de Gauss. Donc, on doit imaginer, donc comme on a dit, c'est une surface virtuelle, on doit imaginer une surface, ok, qui va entourer, qui va passer par le point auquel on doit calculer le champ électrique E, ok, et qui va englober une certaine partie de charge de cette sphère. Donc, du moment où la charge est distribuée uniformément sur le volume, donc j'ai une symétrie sphérique, c'est-à-dire que tout point équidistant du centre de la sphère, ok, va avoir la même valeur de E en module et va donner un champ électrique E radial, comme le cas d'une charge ponctuelle, ok, car les charges sont distribuées uniformément. Alors, masalan, si on suppose que la distribution est non uniforme, c'est-à-dire, supposons que les charges, elles sont concentrées dans cette partie-là et faibles dans cette partie-là. Donc, on aura à deux points équidistants du côté et de l'autre, on n'aura pas la même valeur de E, ce qui est logique. Donc, c'est pour cela, il est très important pour nous, pour appliquer le théorème de Gauss, ou bien pour calculer l'intégrale de Gauss, car le théorème de Gauss s'applique à n'importe quelle forme de charge, à n'importe quelle surface choisie, mais après, pour résoudre l'intégrale, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour cela, il faut prendre une certaine symétrie. Donc, on a vu qu'on a une symétrie sphérique, ok, E est radiale, donc, du coup, on peut se permettre de choisir une surface de Gauss comme étant une sphère imaginaire. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette sphère? Elle a le même centre que le centre de la sphère chargée et elle est de rayon R. Petit r correspond à la distance entre le point O et le centre de la sphère et le point P où on doit calculer le champ électrique. Donc, pour calculer le champ électrique en tout point de l'espace, on peut diviser l'espace en deux parties. La première partie, c'est la partie à l'extérieur de la sphère chargée. Donc, quelle est la valeur du champ E en un point à l'extérieur, ou l'équation de E en un point à l'extérieur. Okay. La deuxième partie, c'est la partie B, c'est à la distance radiale petit r inférieure à R, c'est-à-dire en un point situé à l'intérieur. Commençons par la première partie. Donc, on a tous admis qu'il y a une symétrie sphérique, que E est radial, donc E égale constante en tout point de la sphère de Gauss, après avoir, bien sûr, choisi une sphère de Gauss comme surface de Gauss. OK, donc la sphère doit passer par le point P. OK, en tout point de cette sphère, on peut constater que E parallèle à ds, comme dans le cas précédent, dans le cas de la charge ponctuelle.
Voici un autre point, on a E parallèle à DS. N'importe quel point, on va obtenir E parallèle à DS. Donc, ceci implique que l'angle entre E et DS, en tout point de la surface, est égal à 0. On applique l'intégrale de Gauss, intégrale de EDS égale Q inclus sur epsilon 0. Donc, au niveau de l'intégrale, dans la symétrie sphérique, ça va rester toujours la même chose. OK? Donc, intégrale de EDS cosinus 0. Donc, E égale constante, on sort E de l'intégrale, la surface de la sphère de Gauss, 4 pi R2. Ce qui va changer ici, c'est la quantité de charge incluse. Comment reconnaître la quantité de charge incluse? Donc, si on observe la sphère de Gauss et on veut comptabiliser quelle est la quantité de charge qui se trouve enfermée dans la sphère de Gauss, bien sûr, c'est la partie hachurée en rouge qui contient les charges et qui sont enfermées dans cette sphère de Gauss. Quelle est la valeur de cette quantité de charge? Sachant qu'on n'a pas Q, on a ρ, mais je sais que Q égale à ρ fois V. Donc, le volume inclus qui contient les charges fois ρ. OK? Donc, quel est le volume inclus qui contient les charges? C'est 4 tiers pi R au cube. OK? Donc, finalement, en faisant une petite simplification de cette équation-là, on obtient que E égale ρ R au cube sur 3 epsilon 0 fois R au carré. OK? Ça, c'est dans le cas. Donc, voici l'équation de E à la distance radiale R supérieur à grand R. Donc, tout point situé à l'extérieur, on peut lui appliquer cette formule de E. Donc, on module, quel que soit petit r supérieur à R, on peut trouver le module de E. Et la direction, donc, elle est radiale et vers l'extérieur, car la charge est positive, ou bien la sphère est chargée positive. Maintenant, on passe au deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on veut calculer le champ électrique à l'intérieur. Donc, voici en bleu la sphère chargée et on a pris un point P qui se trouve à l'intérieur. Sachant que les charges sont réparties uniformément, donc j'ai une symétrie sphérique, donc on peut choisir une surface de Gauss sous forme d'une sphère de centre O de rayon petit r. OK? Alors, en y concernant R, R est une variable. Dans le premier cas, c'est une variable qui se trouve à l'extérieur et dans le deuxième cas, c'est une variable qui se trouve à l'intérieur. OK? Ensuite, donc, intégrale de EDS égale Q inclus sur epsilon 0. Donc, ce qui va changer par rapport au cas précédent, c'est la quantité de charge incluse. Donc, E fois 4 pi R au carré, c'est l'intégrale de EDS, car E est parallèle à DS en tout point de cette surface de Gauss verte. Q incluse, c'est quoi? C'est les charges qui sont contenues dans la surface de Gauss, donc dans la sphère en pointillé verte ici. Donc, quelle est cette quantité de charge? C'est ρ fois V inclus. Quel est le volume inclus? Effectivement, ici, ça tombe que le volume inclus, c'est le volume de la sphère de Gauss, car elle contient tout juste la quantité de charge. OK? Et quelle est la valeur de ce volume? C'est 4 tiers pi R au cube, petit r au cube sur epsilon 0. OK? Donc, finalement, en faisant une simplification de cette équation-là, on trouve que E égale à ρ petit r sur 3 epsilon 0. Et de cette manière-là, on a trouvé le champ électrique créé par une sphère pleine chargée de densité ρ uniforme à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, avec ce paragraphe, on termine la leçon numéro 2. On retourne dans quelques jours pour faire des exercices d'application sur le théorème de Gauss. Donc, avec le théorème de Gauss, donc, vous pouvez conclure que le chapitre 1, le cours du chapitre 1 est terminé. Merci de votre attention. Portez-vous bien, restez chez vous. Et puis après, bon courage. Inch'Allah, dans quelques jours, on ouvre le groupe de WhatsApp pour répondre à toutes vos questions. Au revoir.